Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Quartier Latin. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de l'histoire de la cuisine au Québec. On s'est toujours demandé d'où venaient nos traditions culinaires. Eh bien aujourd'hui, on répond à vos questions avec M. Michel Lambert, qui est un chef, mais un historien en cuisine québécoise. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Pleine forme. Oui. On va également s'intéresser aux aliments d'aujourd'hui avec Mme Dominique Dupuis. Bonjour. Allô. Oui, vous êtes une professeure en cuisine végétalienne à l'Armoire du Haut, qui est des ateliers culinaires, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le végétalisme? Bien, le végétalisme, c'est de se nourrir à base de végétaux. Donc, il n'y a pas de produits animaux qui sont inclus dans ce qu'on mange. Donc, pas de sous-produits non plus. Donc, pas d'œufs, pas de yogourt, pas de crème, pas de lait. Parfait. Ce qui est différent du végétarisme. Oui, le végétarisme, c'est seulement pas de chair animale, si on veut. OK. Michel, ça fait 40 ans que vous faites de la cuisine. Vous avez sans doute cuisiné avec du beurre, de la crème, des viandes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement qui est plus santé aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense du mouvement qui est santé? En fait, c'est sûr qu'il fallait lutter contre les abus. Mais moi, j'ai une pensée un peu différente parce que je m'intéresse beaucoup au patrimoine. Puis autrefois, on se nourrissait, c'est comme les hommes primitifs, dans le temps qu'il n'y avait pas d'autre chose que des grosses bêtes et on vivait sur la neige et à l'époque, je dirais, de la glaciation, il a bien fallu manger autre chose que des légumes. Alors, compte tenu de l'histoire humaine, c'est ça. C'est naturel. C'est naturel pour l'être humain de se débrouiller puis de prendre l'organisme, il s'adapte toujours. Est-ce que vous trouvez des fois qu'on en fait peut-être un peu trop pour vouloir bien s'alimenter? Je pense qu'il y a un accent qui est mis peut-être trop fortement. C'est devenu presque une religion. Moi, c'est un petit peu ça qui est mon problème par rapport à ça. Quand je regarde l'histoire humaine puis les civilisations, tout le monde a dans son histoire des moments où on mange moins, où on mange moins de certaines choses, parce qu'on suit les saisons, parce qu'on écoute son corps aussi, puis on a besoin, par exemple, de prendre un break, comme on dit, par rapport à la viande. Alors, c'est pas pour rien que chez les Mahomet, chez les musulmans, par exemple, il y a des jeûnes. Les catholiques avaient ça aussi autrefois. On a tous en fait. Les Indiens avaient ça aussi. Toutes les civilisations ont eu des périodes où ils se privaient d'aliments volontairement. Vous, Dominique, rapidement, est-ce que vous trouvez qu'on veut toujours trop bien s'alimenter ou il n'y a pas de limite? Non, je trouve que ça peut être un problème d'avoir trop un focus sur toujours la perfection alimentaire. C'est pas l'idéal, non, c'est sûr. Sauf que je pense pas que personne peut dire qu'il mange trop de légumes dans sa vie. Là, mon travail, c'est plus d'essayer comme un peu de végétaliser la vie des gens sans nécessairement comme aller vers le côté orthodoxe du végétalisme. C'est pas ça nécessairement le but, c'est plus d'intégrer plus de végétaux dans l'alimentation. Écoute, juste avant de continuer, je vous invite à regarder un bref topo qui fait un survol de notre histoire culinaire au Québec. À l'ère de la colonisation, les cales des bateaux des colons arrivaient remplis de bons vins, d'alcool de prune et de bonnes recettes de gastronomie française. Dès lors, la nourriture québécoise d'antan se caractérise par une cuisine riche en calories et savoureuse afin de contrer le climat hivernal et rassasier l'appétit des défricheurs. Du 18e au 20e siècle, on retrouve autant dans les foyers que dans les auberges la cuisine traditionnelle québécoise. On parle alors de la soupe aux pois, des fèves au lard, de la tourtière, du ragoût de pâte, des têtes fromagées et encore. L'époque de l'Expo 67 marque un grand tournant dans notre histoire alimentaire. Les Québécois goûtent alors à des saveurs venues d'ailleurs et développent de nouvelles habitudes grâce à l'arrivée de nouveaux chefs immigrants. Dans les années 1980, la mode alimentaire prend un virage important. Le végétarisme et le bio-équitable gagnent en popularité en même temps que l'évasion du fast-food. Puis, en 1989, l'obsession de la minceur a du vent dans les voiles. Le symbole de la belle femme bien en chair de jadis
perdent son charme. Michel Montignac fait alors un tabac avec son livre « Je mange, donc je maigris ». En 1990, les magasins grande surface, dont Club Price, Loblaws et Walmart, s'installent. Entre 1996 et 2001, la consommation de dîners précuits augmente de 470 %. Celle des autres préparations alimentaires précuites de 700 %. Puis, en 2007, une alimentation saine s'impose. Le Guide alimentaire canadien met alors à jour les règles de base nutritionnelles. Malgré tous ces changements, il fait plaisir de constater que certaines traditions culinaires sont restées pour nous rappeler que le Québec détient une cuisine hors du commun. On vient tout juste d'apprendre qu'on a des origines partiellement françaises, mais Michel, comment et à partir de quand que nos traditions typiquement québécoises se sont instaurées ici au Québec? Ben, moi, j'aime pas la façon souvent qu'on raconte l'histoire, où on part l'histoire à partir de la France. OK. On est un espace géographique où il y avait des Autochtones ici avant. Effectivement. Puis ces gens-là avaient deux cultures. Il y avait deux cultures culinaires. Il y avait la culture qui était basée sur le gibier beaucoup, qui fumait, qui conservait par la fumée les petits fruits par le séchage, etc. Puis il y avait l'autre culture qui était agricultrice, qui faisait par exemple la culture de légumes, qui était presque végétarien. Puis ça, les gens ne savent pas ça. Puis je trouve ça intéressant de le dire dans notre histoire qu'à partir de l'an 1000 jusqu'à peu près à l'arrivée des Français au 17e siècle, tous les Iroquois qui habitaient la région du Saint-Laurent mangeaient principalement des légumes, du maïs, des haricots, des graines de tournesol. C'était la base de leur alimentation et ils assaisonnaient avec du poisson. Ils faisaient sécher? Du poisson qui faisait sécher ou qui mangeait frais, mais ils en mangeaient peu, dans le fond, de sorte que c'était une cuisine surtout végétarienne. C'est intéressant. Quand Jacques Cartier est arrivé, là, les gens, il a dit, ils allaient chercher leur poisson, par exemple, en Gaspésie. Ils l'amenaient dans la région de Québec, puis c'était leur assaisonnement pour tout l'hiver. Pour les plats. On faisait avec ça, on ne ce sait qu'on pas avait. ça. C'était la belle On tradition. s'imagine qu'ils Non. mangeaient juste du gibier, mais c'est pas Est-ce vrai. qu'on a des exemples de plats traditionnels d'aujourd'hui qu'il y avait dans le temps, qu'on a conservés, en fait? Oui, bon, j'aime toujours dire, par exemple, que les premiers colons faisaient beaucoup les choses un peu comme les Indiens. Ils prenaient les haricots. Puis moi, j'ai trouvé, en tout cas dans mes recherches, dans la région de Québec, il y a beaucoup de familles qui font encore la soupe aux haricots rouges avec du lait à l'intérieur. On appelle ça la soupe aux pêteuses parce que ça a certains effets. Intéressant. C'est un nom charmant. Mais vous voyez, on a mélangé en quelque sorte la cuisine autochtone des Hurons, par exemple, qui sont installés à l'Ancienne-Lorette avec les Blancs. Les Blancs aimaient beaucoup les produits laitiers. Les Français On a mis ça faisaient ensemble. beaucoup la sauce blanche. C'est intéressant. Dominique, on a passé à travers les années, ça a beaucoup changé. En 1987, on a vu dans le topo, il y a eu le fameux livre « Je mange donc je maigris ». Aujourd'hui, comment on est arrivé à une alimentation qui ressemble à ce qu'on est aujourd'hui? Bien, comme on l'a mentionné plus tôt, je pense qu'on s'adapte. Là. On est vraiment des adaptivores, si on peut dire. Là. Puis c'est sûr que notre alimentation d'aujourd'hui reflète aussi une certaine adaptation qu'on a dû adopter. Puis je pense que le végétarisme, entre autres, gagne un peu comme en popularité parce que, justement, je pense qu'il y a un certain besoin chez les gens, en tout cas peut-être plus en milieu urbain, j'imagine, d'augmenter la consommation de végétaux parce que, bien, pour des raisons de santé aussi, mais aussi pour des questions environnementales. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui englobent ça, mais je pense que c'est comme un peu dû à une certaine adaptation qu'on est en train de vivre. Parfait. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Si je ne me trompe pas, vous êtes végétalienne? Oui. Oui. Eh bien, je vous invite à regarder la prochaine chronique de Léonie et Mathieu. Ils ont quelque chose d'assez intéressant à vous proposer. On entend beaucoup parler de végétariens. De plus en plus, on entend aussi parler de végétaliens, comme notre invité. Mais aujourd'hui, Léonie, tu démystifies un tout nouveau sujet pour moi, les déchets
Les déchétariens, oui, c'est ça, exactement. c'est Les ça. déchétariens. Donc, qu'est-ce qu'un déchétarien? En fait, c'est quelqu'un qui se nourrit presque exclusivement avec de la nourriture qu'il trouve dans les déchets. Donc, on ne parle pas d'itinérants ou de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. C'est vraiment des gens qui, par conviction, se nourrissent avec des ordures. Ce phénomène-là est né dans les années 90 aux États-Unis, mais ça devient vraiment de plus en plus populaire parce que c'est un acte politique, un acte de contestation sociale. Donc, on parle vraiment pas d'argent, là, si je suis bien. Vraiment C'est pas. les gens qui font ça pour eux, pour leurs convictions. Pour eux, pour leurs valeurs. Donc, on dénonce la société de surconsommation, les inégalités entre les classes et aussi, évidemment, les problèmes environnementaux. Il y a un organisme américain, Food Not Bombs, qui vise à conscientiser les gens par rapport au gaspillage alimentaire, qui a affirmé que 27 de la quantité globale de nourriture au monde était jetée. Donc, ça équivaut à 49 millions de personnes qui pourraient manger à leur faim. Donc, c'est vraiment énorme. Oui, c'est énorme. Je t'arrête là parce que 49 millions, moi, ça me sonne une cloche, comme de quoi que des déchets, on en fait beaucoup. Oui. Mais il doit en avoir au Québec aussi. Où on trouve ça? J'ai l'impression que si je foule dans les poubelles près de chez moi, il n'y a pas beaucoup de déchets que je peux manger. Pas pour 49 millions. C'est pas les déchets comestibles, c'est vraiment les déchets en gros. Donc, les déchétariens trouvent des aliments derrière les restos, derrière les marchés publics, les épiceries, et ils trouvent vraiment de n'importe quoi. Ils trouvent des fruits, des légumes. On peut voir ici, comme par exemple la banane, hein, qui est un peu noircie. Les commerçants pourraient avoir tendance à l'acheter, mais elle demeure encore très, très bonne. On peut faire toutes sortes de choses avec cette banane. Il y a aussi souvent des produits congelés. La date d'expiration peut être expirée de quelques jours, mais ça ne veut rien dire. Ça peut être encore très, très comestible. Il y a des produits congelés, du pain, du jus, de la viande. On trouve vraiment de n'importe quoi. De la viande aussi, parce que de la viande, on s'entend que c'est périmable assez rapidement. Oui. Bien, en fait, on parle plus de viande sous vide. Là. C'est sûr qu'il y a quand même des risques. Il faut faire attention. Les déchets peuvent être en contact avec des bactéries, peuvent être contaminés. Donc, il y a des risques. C'est pas tous les commerçants qui sont chauds à l'idée de voir des gens cueillir dans leurs ordures, justement, pour se protéger. Hein. Ils ne veulent pas faire face à d'éventuelles poursuites. Certains commerçants vont donc jusqu'à cadenasser leurs ordures, leurs poubelles, en fait, pour éviter la cueillette. Et ils ont le droit de cadenasser comme ça leur poubelle. Moi, je pensais que lorsque je mettais un déchet à la rue, c'était fini puis qu'il m'appartenait plus. Oui, bien, c'est ça. En fait, c'est là que tu te trompes parce que, en fait, tant que le déchet n'est pas dans un lieu public comme au dépotoir, il demeure la propriété du commerçant. Donc, même si c'est pour une bonne cause, cueillir les déchets, c'est vraiment un geste illégal. Cependant, il y a certains commerçants, par exemple à Montréal, qui sont très collaboratifs, des boulangeries qui mettent du pain de côté pour venir en aide aux déchétariens qui vont faire leur collecte. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre ces risques-là, à faire ces gestes-là. Moi, personnellement, je pense pas que je serais prête, toi, Mathieu. Pour être bien honnête, moi non plus, j'ai pas le courage de manger ces déchets-là, même si j'ai des bonnes convictions, je crois, dans la vie. Mais tu as peut-être des options que tu peux me donner pour sauver ma planète? Tout à fait. Donc, à la maison, il y a d'autres solutions aussi simples que d'aller faire l'épicerie le ventre plein. Hein, on le sait que quand on a faim, on a plus tendance à vouloir consommer. Sinon, inscrire la date d'achat sur vos aliments quand vous les mettez au frigo. Il y a le site écolo.org qui offre une multitude de trucs et conseils. Donc, à la maison, si vous voulez faire attention au gaspillage alimentaire, allez faire un tour sur ce site Internet. Bonne idée. Dominique, est-ce que tu serais prête à intégrer le déchétarisme à ta cuisine? Bien, peut-être pas. Par contre, je suis vraiment contre le gaspillage. Là. C'est sûr que je suis contente qu'il y ait des gens qui le fassent puis qui puissent utiliser ces trucs-là à leur avantage. Là. Tant mieux. C'est sûr que c'est peut-être pas... Il faut être audacieux. Oui, j'ai peut-être pas le goût tant que ça. J'essaie de juste pas gaspiller pour pas me rendre là. Mais effectivement, s'il y a des gens qui peuvent en profiter, tant mieux. Tant mieux. Vous, Michel? Moi, ce que je conteste surtout, c'est un petit peu notre manie d'avoir toujours des beaux fruits et des beaux légumes parfaits, là, tu vois. Je vois des gens, par exemple, qui vont vouloir avoir un poivron complètement carré. Puis c'est pas carré, ils ne le prendront pas, ils vont le mettre de côté. Il faut avoir travaillé dans une épicerie pour se rendre compte combien de légumes vont aux poubelles parce qu'ils n'ont pas la belle forme que les gens veulent acheter. Mais justement, vous parlez d'épicerie. On est chanceux ou on n'est pas chanceux. Nos épiceries, eux, nous offrent à longueur d'année tous les aliments qu'on veut. Dominique, pardon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, ça peut être intéressant, là. Je veux dire, c'est le fun pour nous, tant mieux. Puis c'est sûr qu'on peut en profiter du fait qu'on a la chance d'avoir, contrairement à avant, comme nos grands-parents qui n'avaient pas cette chance-là, nous, on a la chance d'avoir comme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes à l'année longue.
Puis c'est sûr que ça a un avantage, en tout cas pour un végétarien, c'est un bel avantage. Mais par contre, tu sais, ce que je déplore un peu des magasins à grande surface, c'est plus comme tous les trucs emballés, là. C'est tout le reste du rayon fruits et légumes là, qui m'intéresse moins, là, que je trouve un peu toxique à la limite. Oui. Mais sinon, je sais que c'est importé, bon, question environnementale, tout ça, on peut se poser plein de questions par rapport à ça. Mais je pense que c'est une chance qu'on a quand même d'avoir beaucoup de fruits et légumes à longueur d'année, puis il faut en profiter. Vous, Michel, vous en parliez un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'on ait toujours des aliments à portée de main comme ça? Pas du tout. Non. Moi, je m'oppose, j'en Oui. parle dans mes livres. Je suis un locavore d'abord. Et ce que je prône, c'est qu'on en revienne à ça, qu'on revienne à une alimentation qui suit les saisons, puis qu'on travaille avec nos jardins, qu'on apprenne à se faire des provisions pour justement protéger notre environnement puis notre planète d'abord. Vous avez utilisé le terme locavore. Locavore, Qu'est-ce que c'est? se nourrir de ce qui pousse autour de chez nous. De chez nous, Oui. de Autrement dit, prendre ce pour qu'on veut. éliminer le plus possible de transport. Effectivement, parce qu'on sait Puis, qu'on a non. des oranges qui viennent de la Floride. C'est ça. C'est pas toujours génial. Puis très souvent, on le jette à la poubelle parce qu'on fait le transport ou parce qu'il y a une petite tache dessus. On est un petit peu exigeant avec nos Ah oui. aliments. Dominique, souvent, quand je fais mon épicerie, je me dis qu'il y a sûrement une panoplie d'aliments qui sont néfastes pour la santé. Quel aliment qu'on devrait retirer des tablettes? Quel aliment qu'on devrait retirer des tablettes, mon Dieu, quasiment tous. Non, mais c'est juste que ce que j'aime, c'est les produits bruts. Là. Je travaille vraiment pas avec les trucs transformés, puis j'aimerais vraiment que chaque personne soit capable éventuellement d'être capable de cuisiner assez pour éliminer le plus possible les trucs transformés qu'on a dans nos... Est-ce que tu as des exemples d'aliments qu'on devrait retirer? Je sais pas, peut-être comme exemple les céréales à déjeuner, là, tu sais, juste Ah, s'étaler là, de tout coloré de céréales à déjeuner, entre autres, là, je veux dire, C'est pourquoi on se fait vraiment pas du néfaste. gruyot, des galettes sarrasin, je sais pas, il y a comme plein d'autres options qui sont vraiment plus saines, qui sont... Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu sais, tout ce qui est transformé, ça peut nous dépanner, mais ça devrait pas être à la base de notre alimentation. Effectivement. Michel, est-ce qu'il y a justement des aliments qu'on cuisinait avec et qu'aujourd'hui on a oubliés, mais qui devraient revenir? Bien, en fait, moi, je trouve qu'on suivait les saisons avant. C'est plutôt ces habitudes-là qu'on devrait être retrouvées, qu'on devrait reprendre. Par exemple, au début du régime français, pendant l'été, les Français mangeaient des viandes, mais très peu. C'était une fois par semaine. Et quand ils le mangeaient, ils les mangeaient avec des salades. C'est très santé, ça. Mais l'image qu'on a, qui ont mangé des ragoûts, puis etc., là, ça arrivait une fois par année dans le temps des fêtes. Faut pas penser que les gens mangeaient ça tout le temps. Il y a tellement de préjugés qu'on a sur notre cuisine, là. Dans le quotidien, les gens mangeaient beaucoup de légumes. Ils faisaient, par exemple, une sauce blanche avec des haricots jaunes du jardin qu'ils venaient d'aller ramasser. C'est vraiment intéressant. Donc, on peut vraiment dire que, dans le fond, c'était notre nourriture festive. Puis ce qu'on a aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est dans le temps des fêtes, on sort, dans le fond, ce qu'on avait comme C'est cuisine. ça. Mais ça, on fait ça une fois par année. On fait des excès, autrement dit. On mange beaucoup de crème, des choses comme ça. Mais on ne mangeait pas juste ça. Non, c'est Au pas tous les contraire, jours, là. je sais pas, moi, je regarde mes grands-mères, et ils se faisaient une semoule de maïs, par exemple, le soir, avec un peu de lait de la ferme. Puis c'était ça, leur souper. C'était très sobre. Puis, est-ce que vous êtes du genre à avoir beaucoup d'accessoires de cuisine dans vos cuisines? Ou vous êtes raisonnable? Moyen? Ben, pas tant que ça. Pas Là. tant Je que veux dire, ça? je pense que j'ai beaucoup d'engins quand même sur mon comptoir. Là. Tu sais, mais je veux dire, je pense pas que je suis excessive. Vous êtes pas... Écoute, je vous invite encore une fois à Ouais. regarder la chronique qui fait un bebelles. survol